Voilà, bonjour à toutes et à tous. On est évidemment ravis de vous accueillir pour ce deuxième rendez-vous organisé par l'Arc Normandie et la Confédération de Terre Crue. Nous avions eu un premier temps le 13 novembre, déjà sur la question du torchis. Et donc, nous voilà pour cette deuxième échange, conférence par visioconférence. Donc, un rappel rapide des quelques règles de fonctionnement qu'on vous propose. D'une façon générale, on vous propose plutôt d'éteindre vos micros et vos vidéos si vous n'intervenez pas. Et donc, j'invite ceux qui souhaiteraient, donc, aux intervenants, mais aussi évidemment après les personnes qui souhaiteraient poser des questions, évidemment allumer votre micro à ce moment-là, mais aussi pourquoi pas votre caméra. Ça fait quand même, nous permet quand même d'avoir un échange un tout petit peu plus vivant. Ça fait du bien de se voir, comme le disait tout à l'heure Samuel Courget. Voilà, on va passer ensemble, si vous voulez bien, à peu près 1 h 30. On s'est donné jusqu'à 18h30. Le temps va s'organiser en fait autour principalement en fait de trois séquences. Au cours desquelles en fait on invitera à la fois des personnes à venir, on vous proposera en fait des témoignages introductifs qui permettront de partager des retours d'expérience autour de chantiers ou plus largement autour de l'expérience de certaines d'entre vous qui vont intervenir. Et puis, à chaque fois, à l'issue de ça, on vous laissera évidemment la parole pour que vous puissiez vous-même, pourquoi pas, témoigner au sujet de l'un de vos chantiers, et puis pourquoi pas poser des questions de précision, de discussion. Voilà, je ne doute pas que ça laissera quand même certaines d'entre nous un peu sur leur faim à l'issue de ce temps d'échange, mais on espère évidemment que cela puisse se poursuivre sous d'autres formes en 2021. Voilà, donc je vous propose d'abord qu'on écoute Grégory de l'Arc Normandie pour que Grégory, tu nous rappelles un petit peu voilà, ce qu'est l'Arc Normandie et puis aussi quels sont vos travaux dans le domaine de la terre en particulier. Voilà, vous voyez le site internet de l'ARP. Donc l'ARP, c'est l'association régionale pour la promotion de l'éco-construction en Normandie. Donc c'est une association donc, qui est composée d'adhérents et de quelques salariés dont l'objectif est de faire la promotion des matériaux et des techniques qui permettent de réduire de l'impact sur l'environnement des actes de construire, rénover, habiter. Donc on met en place un certain nombre d'actions que je ne vais pas vous détailler parce qu'elles sont assez nombreuses. Mais bon, d'une part, donc, une association donc, comportant des adhérents, c'est important, et notamment des adhérents professionnels, hein. On a à peu près une petite moitié d'adhérents qui sont des architectes, des artisans, des bureaux d'études, enfin voilà, un petit peu tous les métiers de la construction, et ce qui voilà, nous donne je dirais, un ancrage dans la réalité du bâtiment qui est quand même assez important. D'une manière générale, parmi les outils qui peuvent être, qui peuvent vous être utiles à l'ARP et qu'on retrouve sur notre page d'accueil, il y a la cartographie. Donc, elle permet d'afficher les professionnels qui sont adhérents de l'ARP et qui ont une activité en éco-construction. Donc, c'est souvent, ça permet de répondre à une question euh, qui nous est souvent posée, qui est, voilà, j'aimerais bien éco-construire, éco-rénover, mais à qui je m'adresse? Donc voilà, la cartographie permet d'apporter cette réponse. Et si vous êtes un professionnel normand, voilà, et que vous pouvez aussi la rejoindre. Le bouton du milieu, la newsletter, donc ça me permet d'être tenu informé de l'actualité autour de l'éco-construction en Normandie, de l'ARP, mais aussi et surtout de nos partenaires, parce qu'on relaie finalement plus l'actualité des partenaires qui sont nombreux que la nôtre. Donc c'est facile, c'est facile de s'y abonner et d'être au courant de tout ce qui se passe en Normandie sur ces sujets-là. Et puis bien sûr, là, je vous disais, on est une association, donc on est toujours ravis d'augmenter le nombre de nos adhérents, qu'ils soient particuliers, professionnels ou structures partenaires. Donc voilà, ça c'est un peu d'ordre général. Sur nos activités, voilà, vous voyez sur le panneau de gauche qu'on a des activités en direction des particuliers, des activités en direction des professionnels, des activités en direction des filières, ce qui va plus nous occuper aujourd'hui, des questions autour de l'animation de réseaux professionnels, notamment sur l'auto-réhabilitation accompagnée, des événements, des projets parfois un petit peu atypiques et inclassables, comme par exemple le projet Biobat. Je profite de la présence de Samuel pour en dire quelques mots, mais voilà, un projet de recherche participative sur les questions que se posent les professionnels autour de l'utilisation des matériaux biosourcés. Donc voilà, donc vous pourrez voilà,
en savoir plus sur les différents projets en cliquant sur les onglets. Et puis des ressources qui sont souvent celles que nous produisons à l'ARP. Donc essentiellement, par exemple, le guide des écomatériaux normands, donc des écomatériaux produits et disponibles en Normandie, enfin produits en Normandie, les guides de bonne pratique terre crue, donc qui sont au cœur du sujet de ce soir. Donc je vais cliquer dessus et vous verrez normalement dans quelques secondes que vous pouvez télécharger sur notre site internet l'ensemble des guides de bonne pratique terre crue qui sont aujourd'hui disponibles, dont le torchis que l'ARP dont l'ARP a coordonné la réalisation. Donc, concernant le sujet qui nous occupe, je vais revenir sur la page d'accueil. Donc, effectivement, c'est une série cette rencontre d'aujourd'hui est une série de 3 rencontres. Donc, vous pourrez du coup avoir plus d'informations voilà, dans les actualités qui défilent sur la page d'accueil. Voilà, vous avez les actualités concernant la rencontre de ce soir. Et je voulais dire aussi que cette action, on l'a inscrite aussi dans un programme plus large qu'on met en place avec d'autres partenaires normands autour de l'accueil de l'exposition Fibra Awards par la maison, par le forum, donc la maison de l'architecture de Normandie à Rouen. Et donc, c'est une initiative qui est pilotée par le CAU 76 et auquel est associé l'ARP, la maison de l'architecture, et puis l'école d'architecture et Unilassal. Et donc, vous retrouverez aussi des informations sur ce programme d'animation autour des architectures fibrées en Normandie. Sur notre site internet, je fais les actualités parce que je sais que ça y est. Voilà, j'ai vérifié tout à l'heure. Voilà, le programme complet des actions qui sont aussi menées par nos partenaires. Donc voilà, donc le site de l'ARP présente notre activité, est un site ressource à la fois pour ce qui se passe en Normandie autour de ces questions-là, à la fois pour des questions de développement de filière et des documents téléchargeables, des documents techniques, des documents ressources. Voilà, j'en dis pas plus. Je pense que j'ai dit l'essentiel et s'il y a des questions, bien sûr, j'y répondrai. Merci, merci Grégory. Alors, Yann me fait savoir, Yann Mine qui devait intervenir dans la foulée, me fait savoir qu'il a un gros souci avec son ordinateur et que, notamment là, enfin, voilà, un problème avec la reconnaissance de son micro. Donc, je pense que le temps il doit redémarrer son ordi, ce qui visiblement risque d'être un petit peu long. Donc, je vous propose, voilà, enfin, voilà, qu'on modifie un petit peu le programme. Donc, est-ce que, Sophie, est-ce que tu penses qu'il est du coup possible qu'on passe directement à la seconde partie où tu souhaitais faire un point à la fois sur les guides de bonne pratique, l'actualité dans le domaine de la Terre, et est-ce que ça ne t'embêterait pas de faire ça tout de suite ou on passe directement au thème 2? Non, ça ne m'embête pas. Je voulais d'abord préciser qu'on a changé de programme par rapport à ce qui avait été affiché. On ne fait pas de présentation de bâtiments en particulier pour cette séance-ci. On a pris contact avec des artisans et des architectes en Alsace et on prépare, donc on espère qu'on aura la suite des subventions pour le faire, un numéro peut-être un peu spécial sur l'Alsace et aussi sur la formation, puisqu'il y aurait des choses qui s'organisent de ce côté-là. Et j'inviterais en fait chacun à écrire un mail à torchi.guide@gmail.com pour recevoir des informations et peut-être proposer de présenter des bâtiments, des réflexions, des sujets qui souhaiteraient être abordés lors de ces réunions. Ce que je voulais dire aussi, c'est que l'initiative de ces réunions, c'est en fait c'est un peu une suite donc, de l'élaboration des guides de bonne pratique Torchi et Terre allégée, où on avait trouvé un peu dommage que ces rencontres et ces groupes de travail s'arrêtent, qu'on on n'avait pas suffisamment de documentation, qu'on manquait de manuels techniques. Donc c'est pour ça qu'on s'est dit que ce serait bien d'éditer quelque chose. Pour autant, on trouvait un peu dommage que ce soit un journaliste ou quelqu'un qui fasse le tour des bâtiments
aille recueillir, enquêter auprès des artisans, on préférait que les choses soient présentées par les artisans eux-mêmes. Donc c'est pour ça que je vous invite à faire des présentations. Et donc on voulait commencer par l'Alsace. C'était un petit peu court de le faire en 2 semaines, mais j'espère qu'on va commencer ça en 2021. Sachant que ce qu'on cherche surtout, c'est aussi de l'adaptation au contemporain, puisque c'est le thème de nos réflexions. C'est pas tant la réhabilitation du patrimoine, c'est un peu dans la même ligne de conduite que la rédaction des guides. C'est comment on fait, en fait, dans la situation actuelle, la construction d'aujourd'hui avec les savoirs hérités. C'était le petit point que je voulais faire. Ensuite, il y a plusieurs membres, de représentants à la Confédération, la construction terre crue. Je vois qu'il y a aussi des membres du groupe terreux armoricain qui est présent, donc ils pourront aussi compléter s'ils le veulent, voilà, s'ils ont des choses à ajouter. Mais en ce moment, à la Confédération, donc, il y a une grosse action qui est menée sur l'élaboration de fiches de déclaration environnementale et sanitaire. J'ai oublié d'en parler la dernière fois, et c'est l'occasion de compléter, c'est que nous avons reçu de la part des autres donc qui élaborent ces fiches, c'est des documents d'enquête pour recueillir des données d'entreprise pour évaluer l'impact environnemental donc, de leurs pratiques. Et j'ai appris que même si on faisait une fiche aujourd'hui sur le torchis, il était souhaitable de les réunir parce qu'il y aura toujours une actualisation à faire. Donc, on peut toujours continuer à collecter ces données. Donc, quelle que soit en fait la technique de terre crue que vous pratiquez, et ce serait chouette de faire un retour. Et je vous propose, donc bientôt il y aura un mail et un site internet de la Confédération où il sera possible de dialoguer. Mais en attendant, peut-être si vous, en plus, vous êtes spécialisé sur le torchis ou terre allégée, c'est peut-être d'envoyer un mail et de faire une rapide fiche d'identité pour que je sache à quel niveau vous êtes impliqué dans l'intercrue, et ensuite pour pouvoir vous envoyer des informations. Voilà ce que j'avais à dire sur l'actualité de la Confédération. Mais si, il y a le guide BRIC qui va bientôt sortir et qui est très attendu, et que j'aurai peut-être le plaisir au moins de vous envoyer les liens de la mise à jour sur le site de la Confédération, sinon de l'ARC en attendant qu'il soit réalisé. Est-ce que tu as des questions, Christophe, ou est-ce que tu crois que c'était clair? C'était clair pour moi. Après, peut-être justement, on a un tout petit peu de temps en attendant Yann. Là, éventuellement, on peut, si vous souhaitez poser des questions sur ce que Sophie vient de développer, n'hésitez pas. Sophie, est-ce que vous m'entendez? Oui. Oui, c'est Yann. Tu es de retour, c'est ça? Je me suis connecté par téléphone là en attendant. Je vais essayer de voir la vidéo en même temps. Mais si avec le niveau du son ça marche, on fait comme ça. J'essaie d'avoir les vidéos en plus. D'accord. Bah, écoute, pour l'instant, en tout cas, on t'entend très bien. C'est déjà une excellente nouvelle. Okay. Sinon, moi, je peux continuer sur un autre aspect, si vous voulez. C'est qu'on a quand même une grosse surprise en faisant la fiche torchis, c'est qu'on ne trouve pas du tout, par le calcul, on ne trouve pas du tout la même masse volumique que celle qui est dans la bibliographie. C'est-à-dire que dans la bibliographie qui est très maigre sur le torchis, en fait, concernant la masse volumique, on tombe toujours sur 1000-1800 kg mètres cubes. Or, donc on a recueilli des données au moment de l'élaboration du guide torchis auprès d'artisans. On en a sélectionné 3 donc, qui ont été retenus pour faire la fiche. Et bizarrement, elles sont un peu toutes à 700 km3. Donc, ce n'est pas du tout la même chose que 1000 ou 1800. Donc, tout ça pour dire qu'il y a tellement peu de connaissances sur le torchis qu'on ne sait même pas vraiment quelle est sa masse.
Tout ça, c'est un peu un appel pour qu'il y ait peut-être des demandes, si il y a des recherches qui sont faites ou des... Ça ne fait que comment dire, renforcer le besoin de collecter des données, sachant que peut-être l'erreur qu'on avait faite à la première collecte, c'est que nous, mais d'ailleurs Lionel, je crois, est là, il avait participé. Quand on avait fait notre première fiche enquête, c'était surtout en volume. Parce que c'est vrai que sur les chantiers, c'est souvent en seau qu'on pratique. Donc, on avait fait des équivalents seau de 10 litres. Et puis, en fait, quand on fait la fiche, c'est des kilos. Donc, voilà. Je vous invite à me demander la trame, mais elle sera, je pense, sur le site de l'ARP, la trame d'enquête pour qu'on ait plus de données sur les chantiers. Merci. Merci. Tu as fini, non? Dis-moi. Ouais, si c'est... Non, c'était juste, est-ce que d'autres voilà, sont sur des chantiers ou prévoient plutôt pour l'année prochaine ou ou seraient surpris. En fait, moi, mon entourage, et je dirais en Normandie, des artisans que je connais sont en fait pas tellement surpris. Mais moi, je suis surprise parce que quand on fait un calcul de charpente, on me dit, oh, ça fait 1000, 1800. Quand on avait rencontré Franz Wollart en Allemagne, il m'avait dit, oh, le torchis, c'est jamais moins de 1000. Et donc, c'est quand même surprenant de ne pas du tout arriver à ça avec le calcul. Peut-être Samuel, tu pourrais nous aider ou es-tu surpris, toi, par ces résultats? Alors, j'étais justement en train de rechercher ma base de données matériaux et ce que j'avais envie de dire, donc je le repréciserai dans 5 minutes, mais en tout cas, si on estime que dans les bases de données courantes, le torchis n'est pas renseigné avec la bonne masse volumique, pardon, ou bien qu'il y a une diversité de torchis, c'est sans doute plus ça, il me semble, une diversité de torchis qui fait qu'on peut, avec certains produits, descendre autour de 700 kg le mètre cube. Il faudrait finalement le vérifier assez vite pour faire suivre l'info au ministère, puisque les bases de données matériaux, je dirais, officielles, accompagnent généralement les nouvelles réglementations thermiques. Et donc, il y a un coche à faire là, parce que si on loupe la RE 2020, je dirais, le torchis va être renseigné toujours avec la même base de données pendant le temps de la RE 2020. Donc, il y a simplement, par rapport au point, Sophie, que tu soulèves là, si c'est confirmé qu'il y a des classes, différentes classes réellement différentes dans la masse volumique du torchis, eh bien, il faut le vérifier assez vite et le faire monter au ministère de telle façon à ce que les bases de données, je dirais, officielles intègrent cette diversité. Et si je peux intervenir, c'est possible, poser une question. Vous m'entendez? Oui, vas-y, ouais. Oui. Nicolas, c'était juste pour savoir... Tu peux te présenter en quelques mots, éventuellement? Bonjour, je suis Nicolas Maz et je suis menuisier charpentier et adhérent de l'atelier du chien qui fume, de l'ARP, et puis voilà, acteur du coin en Normandie, dans le bocage verrois. Juste pour savoir, quand vous calculez la masse du torchis, c'est en terre bâtie ou en terre à bâtir? Et après, quels sont les différents mélanges possibles et les variations? Parce que quand c'est une terre sèche qui est posée avec une trame bois qui est installée entre des colombes ou autres structurelles, comment vous prenez en compte l'ensemble? Est-ce que c'est juste la terre avec les fibres ou c'est l'ensemble du bâti, vu que le torchis, normalement, c'est un ensemble d'éléments qui forment mur, plancher ou... Super question, Nicolas. En fait, ce n'est pas que le mortier. Hein.
c'est bien le support de fixation et le mélange. Mais ce n'est pas la charpente et ce n'est pas l'enduit. Voilà. On a respecté la définition retenue par le groupe de travail de rédaction du guide de bonne pratique. Et en parallèle, j'ai dû également calculer les volumes pris par les charpentes. Parce qu'en fait, on a pris 2 chantiers en Normandie et un limitrophe de la Picardie, l'autre plutôt dans le Perche, et un en Alsace. Et donc, j'ai pu aussi démontrer au CEREMA celui qui réalise la fiche, parce que moi, je n'ai le rôle en fait que de porte-parole des entreprises, je dirais. Je n'ai aucune connaissance en CIMAPRO, en calcul, etc. Donc, j'ai dû démontrer et donc calculer les volumes pris par le torchis et par les charpentes, d'une part, et ensuite calculer les masses. Donc, les masses, j'ai aussi pu démontrer que les masses de fibres ne sont pas celles des bottes de paille, parce que nous, on utilise de la paille foisonnante. En fait, on n'utilise pas des bottes de paille. En fait, au CEREMA, c'était impressionnant parce que en fait, il y a une différence entre l'approche, enfin, c'est l'impression que j'ai eue, l'approche entre les thermiciens et moi, donc je suis de formation architecte, et donc en statique, on nous apprend, on a des référents pour connaître la masse des matériaux. Moi, c'est ça que j'ai pris comme référence, surtout pour connaître la masse du bois, pour connaître la masse justement des différents supports de fixation, sachant qu'en Alsace, ce sont des pans de bois, donc on dirait à trame large, et il y a un enchevêtrement de supports de fixation à la fois verticaux et horizontaux. On avait un autre exemple très commun en Normandie avec ce qu'on appelle un colombage à grille, c'est-à-dire un plein, un vide, donc très peu de place en fait pour le torchis. Et donc là, j'ai pu montrer qu'il y avait très peu de mètres cubes de torchis dans ce genre de parois extérieures. Et un autre chantier avec, un peu intermédiaire. Donc comme ça, j'avais 3 cas de figure vraiment un peu extrême et puis un intermédiaire. Mais bizarrement, la masse volumique, elle est presque constante entre 650 et 750. Je n'avais pas de variation, alors que je sais, donc l'artisan Patrice Le, que je connais de longue date, lui m'a toujours dit que son torchis, mais en fait, quand il parle de son torchis, il en parle surtout comme de son mortier humide. C'est-à-dire, si on appelle la briqueterie d'Alonne, qu'on demande quel est le poids du torchis prêt à l'emploi, il dit 1800 km3. Et la différence, c'est que là, c'est sec. J'ai enlevé l'eau, j'ai considéré qu'on était à une humidité égale 0, et c'est là où c'est pas du tout les mêmes chiffres. Donc, je ne sais pas quelle est la référence même de la bibliographie. Est-ce que c'est bien une masse volumique sèche? En fait, c'est peut-être uniquement ça, la différence. En tout cas, moi je prends donc c'est Samuel Courget. J'ai vérifié dans la base de données de la réglementation thermique et il n'y a rien torchi. Il y a simplement une ligne pour piser Bauge béton de terre et c'est très large puisqu'ils mettent entre 1770 et 2000. Donc je ne vois rien qui corresponde à un mélange comme torchis, ce qui est dommage. Donc il faudrait intervenir, comme je disais tout à l'heure, auprès du ministère pour que cet oubli soit réparé. Et par rapport à ta question là, Sophie, dans des bases de données, on intègre le poids
en tout cas dans ce type de base de données, on intègre la masse une fois posée et séchée. Quand on donne une masse du béton, ce n'est pas la dalle qu'on vient de couler. C'est-à-dire le maçon doit savoir qu'effectivement, qu'il est en train de couler à une certaine masse par rapport à la tenue de l'ensemble. Mais quand sur ces bases de données, on renseigne la masse, en l'occurrence, quand on renseignera la masse du torchis, c'est le torchis sec en œuvre. Puis-je intervenir? Oui, Jean-François, si vous voulez, oui. Oui, je pense que, parce que quand on parle de masse volumique, c'est simple. Je veux dire, si je prends la brique de terre crue, elle est aux alentours de 1800 kg par mètre cube. La brique de terre crue. La brique de terre cuite étant plus légère que la brique de terre crue, c'est évident. Et moi, je fais assez systématiquement des échantillons du torchis qui peut être variable selon, pour une même terre, les fibres qu'on va y incorporer. Il est clair qu'un torchis au foin va être plus dense qu'un torchis avec de la paille, par exemple. C'est évident. Bon, alors, je veux dire, il suffit à tout un chacun de se faire un petit gabarit de volume d'1 litre, et très vite, il pourra mesurer, et selon la terre que l'on utilise et les fibres qu'on y incorpore, on va avoir effectivement des variations qui peuvent varier de 600 pour un torchis, entre 600 kg du mètre cube jusqu'à un torchis au foin qui va faire aux alentours de 1400 kg du mètre cube, par exemple. Bon, ensuite, le bois, si on y incorpore le bois, sa densité, elle est toujours inférieure à 1. Je suis désolé, c'est comme ça. Il flotte, le bois. Bon, donc, voilà ce que je peux en dire, moi. Merci pour ces précisions. Si éventuellement il n'y a plus de questions, je vous propose qu'on enchaîne sur un autre thème pour qu'on essaie d'aborder les 3 aspects qu'on souhaitait vous proposer ce soir. Je précise peut-être un élément. Tout à l'heure, je suggérais à Nicolas qui se présente au moment où il intervenait, si vous pouvez du coup faire ça quand vous souhaitez poser une question. Ça permettra que l'on s'identifie, qu'on se connaisse un petit peu mieux autour de la table, un peu d'idées. On souhaitait vous proposer l'intervention de Yann Mine, qui est artisan maçon installé en Seine-Maritime et qui est notamment spécialisé dans la mise en œuvre de la terre, pour aborder en fait des thèmes que l'on souhaitait vous soumettre ce soir, qui est celui de la question des mélanges, de la préparation du mélange, de la part d'eau dans la préparation, de l'équilibre entre le liant et les fibres. Et Yann Mine proposait de témoigner sur plusieurs essais qu'il avait menés et sur lesquels les résultats peuvent être intéressants à partager sur ce terrain-là. Donc voilà, Yann, si tu peux nous donner quelques éléments à ce sujet, puis on essaiera aussi avec les allers-retours comme ça de questions des participants de partager le fruit de ton travail et puis éventuellement l'éclairer par d'autres retours d'expérience. Donc si tu es OK, Yann, est-ce que oui, c'est bon, je suis le là. micro et tout ça? Super. Ouais. Est-ce que vous m'entendez assez comme ça? C'est très bien. Bien. On va faire comme ça, j'éteins le téléphone. Voilà. Oui, donc je m'appelle Yann, donc, comme on a dit Christophe. Yann Mine. Je suis maçon, matériaux anciens, matériaux écologiques en Seine-Maritime, près de Dieppe. Et donc, oui, ce que j'ai envie de présenter aujourd'hui, c'était 2 ou 3 chantiers, des retours d'expérience, de tests. C'est surtout terre-lin, et puis un peu de terre-paille aussi. Puis après, j'aimerais bien finir aussi en évoquant un peu des retours d'expérience rapides sur le torchis aussi en général. Et donc, il y a des illustrations éventuellement. Je ne sais pas si Sophie, tu peux nous les passer à l'écran, hein.
sur les photos que je vais envoyer. Alors, si tu les as pas, je peux peut-être aller les chercher. Est-ce que tu es là, Sophie? Excuse-moi Yann, mais moi aussi j'ai eu un souci, j'ai changé d'ordinateur. J'aurais dû... j'ai pas d'après vous, excuse-moi. Mais je peux les rechercher. Attends, je vais voir si je les retrouve là. Alors donc en attendant, je peux commencer en expliquant un peu l'idée. Les premiers chantiers, les premiers tests dont je vous parlais, c'est un test pour une cloison intérieure là que j'avais à refaire. J'ai essayé de faire terre-lin parce que moi j'avais envie d'essayer une ressource que j'ai localement. Ici, on a du lin qu'on utilise des fois, des anas de lin, donc du lin très court, qu'on utilise par exemple pour fibrer des enduits. Et puis, il y a des coopératives près de chez moi qui en vendent aussi en tant que litière pour les chevaux. Et là, souvent, les graines sont retirées. Donc, mais il y a aussi des fois, ils en ont où ils n'ont pas retiré les graines, et ça, en fait, ils s'en débarrassent. Ils la donnent même comme ça. Donc, j'avais envie de tester cette ressource assez abondante, quoi. Donc, si je peux vous montrer une photo, je vais chercher ça. Je crois que j'avais fait une sélection. Je l'ai encore. Ouais, c'est bon. Voilà. Alors, je vais essayer de vous partager l'écran. Partager l'écran. Je crois qu'il faut appuyer 2 fois. Ah oui, d'accord. Il faut que tu sélectionnes voilà, la fenêtre que tu souhaites partager. D'accord. Alors, est-ce que vous avez quoi là? Ah, vous avez tout, c'est ça? Oui. Non. Est-ce que les photos arrivent? Théoriquement, la photo doit arriver. Voilà. Vous voyez quelque chose là? Bon. Voilà, Oui. c'est bon. Bon, bah, voyez là, dans une longère, une cloison intérieure là. Donc, en fait, là, j'ai eu des difficultés parce que j'ai commencé à faire ce premier test. Je m'étais dit que, là, je vous montre un peu le mélange à conversant. On voit que c'est de la fibre très courte. Là, j'avais fait le mélange à la bétonnière. Ensuite, je l'ai tamisé à l'état liquide et après, retourne dans la bétonnière avec la fibre. Et donc, la première tentative, donc avec un coffrage des deux côtés, première tentative, j'ai pas trop tassé, dans l'idée qu'il fallait justement que ce soit aéré, que ce soit isolant. Et en fait, ce qui est peut-être pas, vous me direz après si c'était une bonne logique ou pas, c'est pas sûr. Et donc au final, ça n'a pas fonctionné, ça n'a pas bien marché parce que le mélange n'était sans doute pas assez de terre. Sur le bol, on voit que c'est assez clair, il y a des endroits où c'est assez clair, donc je pense qu'il n'y avait pas assez de terre. Et deuxième chose, en n'étant pas tassé, au final, le mur il tenait et il faisait un peu comme la texture, c'est quasiment comme une espèce de mousse ou comme un peu. C'était pas plus rigide que les panneaux de laine de bois, par exemple. Donc en fait, c'était pas du tout. Bien que j'ai mis horizontalement, j'avais mis des lattes pour contreventer le mur, ça n'avait pas suffi et c'était pas du tout satisfaisant. Ça tenait pas. Et même en faisant l'enduit dessus, après j'ai appuyé sur l'enduit et le doigt passait à travers. Donc j'ai recommencé. Et la même chose sur ce chantier-là et sur un autre chantier, en faisant beaucoup plus tassé, là, vraiment tassé. Et là, c'était pas trop mal. Donc sur ce chantier-là, en plus, j'avais récupéré la terre du torchis qu'il y avait au départ. Et elle n'était pas très argileuse et pas très collante. Hein. Donc pour la terre allégée, c'est quand même le côté collant qu'on cherche le plus. Et là, c'était pas tellement collant. Donc après, je vous montre vite fait un autre chantier où là, c'était une cloison intérieure dans un garage, là, dans un garage d'une maison, une ossature en Douglas, là. Et puis là, c'était 15 cm d'épaisseur.
par endroit de 10, un endroit où il y a une porte coulissante là. Là, j'ai tassé pas mal et aussi j'avais une terre qui était plus argileuse. Et donc là, au final, le résultat était vraiment satisfaisant, bien rigide. Après, j'ai pas eu l'occasion de faire des tests de performance, que ce soit thermique ou autre. Hein. Il n'y a pas du tout de test de ce genre-là sur ce chantier-là. Mais en tout cas, en question tenue, et puis ça se vraiment bien. Et après, ça a été support d'enduit terre de chez De Wulf, là, briqueterie De Wulf à Londres. Et l'enduit en une couche, là, pas de problème. Donc là, c'était satisfaisant cette expérience-là. Ensuite, la troisième expérience. Donc là, on voit pas grand-chose. Je malheureusement pas de photos en cours de chantier, mais bon, vous voyez, ça vous donne une idée de ce que c'était. Sur une annexe, là, un petit bout de remplissage de colombage à refaire. C'était en briques initialement. Et là, donc c'était pour moi l'occasion de tester terre paille, paille de blé. Alors, je l'avais testé, en fait, terre paille, je l'avais déjà testé sur un autre chantier il y a un peu plus longtemps, pour une cloison intérieure. Et la difficulté que j'avais eue avec la paille, c'est que j'avais fait une cloison très étroite, ça faisait genre 8 cm maximum, mais avec les montants qui maintenaient l'ensemble, et ben, il y a par endroit, il me restait 3 cm. Avec la paille, c'était pas du tout pratique dans le coffrage pour mettre la paille. Donc, c'était au départ ce qui m'avait incité aussi à utiliser le lin, une paille plus courte qui du coup peut plus facilement aller s'insérer dans un petit endroit. Alors ici, bah oui, alors du coup, comme j'ai fait le lin et sur l'autre chantier où ça ne tenait pas bien, c'est la limite en fait du lin qui est trop fin, à mon avis, dans la plupart des cas, qui est trop fin et trop court pour que les fibres se croisent et suffisamment de maintien. Donc là, sur cette technique-là, sur ce chantier-là, je suis revenu sur terre paille avec de la fibre longue, assez satisfaisant. Il faut, dans les coins où le coffrage, des fois, comme le colombage était irrégulier, parfois le coffrage n'était pas forcément bien fixé, bien contre, et donc il y avait des endroits au moment de l'enduit, c'était gênant, où c'était pas assez tassé dans les coins, quoi. Donc il y a ces petits points-là à surveiller. Et puis, ce que j'ai testé aussi là sur ce chantier-là, et donc vous me direz si vous avez des meilleures idées pour ça, c'est que quand l'objectif c'est d'avoir quand même un retrait, enfin oui, un petit retrait pour pouvoir ensuite faire un enduit qui serait au nu des colombes. Là, comme c'est pas très régulier le colombage, j'avais coffré directement, j'ai mis mon remplissage et après, avec une meuleuse, une petite meuleuse et puis un disque rap, des disques qui servent à décaper le bois ou pour les sabots des chevaux, là, des disques au carbure, là. J'avais décapé la surface, c'était efficace. Alors, la poussière, c'était terrible, ça en mettait partout, la machine était bonne à être dépoussiérée alors que c'est pas une grande surface. Donc, je pense peut-être dans la prochaine fois, mettre quand même des morceaux de planches, d'OSB entre les colombages là, donc fixer depuis l'intérieur sur le coffrage avant d'emplir. Comme ça, alors ça irait pas forcément jusqu'au bord. Il y aurait quand même une partie à râper, quoi. Mais ça ferait déjà une bonne partie du boulot qui serait déjà faite. Il y aurait déjà une bonne partie du retrait qui serait déjà aménagé dès le début, quoi. Voilà. Je pense que c'est tout ce que j'avais à dire sur le terre-lin et puis terre-paille. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et après, je voudrais finir en parlant de torchis, mais ce sera autre chose. On en parlera après si vous voulez. Alors, qui souhaiterait éventuellement intervenir pour soit faire part d'une expérience un peu similaire, éventuellement de conseils qui pourraient vous venir en écoutant ce type de témoignage. Toi, de ton côté, Yann, du coup, qu'est-ce que, notamment à partir des deux premiers
premier chantier que tu nous as présenté, qu'est-ce que tu retiens de ça? C'est-à-dire, en particulier, tu vois, de l'expérience que tu as faite autour de l'usage des anadelins. Est-ce que ça renforce ton envie de mettre en œuvre cet matériau relativement disponible chez toi et biosourcé évidemment, ou est-ce qu'au contraire, ça t'a un peu refroidi? Globalement, qu'est-ce que tu retiens? Alors oui, avec le lin, ça m'a un petit peu refroidi parce que, comme je disais tout à l'heure, je pense que la fibre, du coup, elle est trop courte et trop fine pour ces usages particuliers. Après, j'avais fait aussi un autre petit test il y a longtemps déjà dans la grange avec terre chanvre. Alors le chanvre, c'est aussi assez court, mais c'est quand même plus long que l'anadelin et plus épais aussi, plus gros. Et là, c'était beaucoup plus satisfaisant sur la tenue. Mais je serais intéressé quand même à l'occasion d'avoir des tests de performance thermique, quoi, parce que après, quand j'ai fait le deuxième chantier où c'était vraiment tassé, là, c'était au niveau de la résistance et de la dureté du mélange, quoi. C'était bien, c'était suffisant. Mais ce serait bien de savoir si au niveau des performances thermiques, est-ce que c'est intéressant ou est-ce qu'il vaut mieux rester sur le terre-paille parce que la paille aussi, c'est vraiment abondant ici, donc, comme un peu partout. Donc, voilà. Oui, voilà, c'est ça. Et alors, si là, ce soir, dans la réunion, il y a d'autres personnes qui ont testé des mélanges comme ça et qui ont des retours d'expérience, bien sûr, ça m'intéresse aussi. Ouais. Bonsoir, c'est Guillaume Charrier, artisan aussi. Je ne sais pas s'il y a un moment pour que j'intervienne. Vas-y, vois si tu veux, Guillaume, avec plaisir. Super. Salut Yann. Salut. Justement, si tu veux, moi je peux partager un retour qui n'est pas un chantier à moi, qui est un chantier de Anne Lequertier des Guêpes Maçonnes. Elle a vachement travaillé sur le terrain Banché récemment, et donc je suis passé sur son chantier cet été, et c'était donc un chantier à Landigou, un chantier participatif dans l'Orne où les bénévoles étaient avec l'ARP d'ailleurs, et ça s'est bien passé. Elle avait déjà fait des tests avant chez elle, et donc le principe qu'elle a retenu en fait c'est vraiment de l'anadelin aussi. Avec la terre, d'ailleurs cette terre-là c'était aussi le torchis d'origine et qui n'était pas ultra argileuse, mais elle était pas très très grasse, mais bon, ça s'est bien passé. Et c'est surtout de faire ce qui était intéressant, c'est le système de coffrage qui était assez sympa, où il y a des montants temporaires qui sont fixés avec l'épaisseur qu'on veut de correction thermique et l'épaisseur de banche. Et puis on pose juste la banche comme ça contre les montants et on tasse. Et après on rajoute des banches et pour des épaisseurs où il n'y a pas besoin d'ossature dans notre mélange de terre allégé, c'était pas mal. Et donc à chaque fois c'est bien tassé effectivement et ça s'est bien passé. Et, ça fait plusieurs chantiers maintenant qu'elle fait en terre-lin banché qui se passe bien. Donc je pense que ça peut valoir le coup de persévérer et ouais. Ça, c'était un truc intéressant. Et pour les remplissages entre colombages, justement, au final, je n'ai pas encore eu de chantier qui s'est fait avec de la terre allégée entre colombages, mais j'y ai pas mal réfléchi parce qu'il y a eu des devis à faire là-dessus. Et je pense que la paille, ce n'est pas le plus pratique, la paille de blé, pour cette question du fait que au niveau, la terre allégée arrive à fleur des bois et ensuite on n'a pas l'épaisseur pour l'enduit. Et c'est vrai que c'est galère de découper des planches de coffrage à la forme de chaque entrecolombage. Donc je pense que justement pour les colombages, le terre-chanvre ou terre-lin est pas mal parce qu'après on peut décoffrer et puis c'est plus facile de gratter de la fibre courte et de recréer une épaisseur pour l'enduit à l'extérieur. Donc voilà, c'était... Et alors sur le chantier que tu nous montres là sur la photo, il n'y a pas d'ossature parce que l'épaisseur est déjà pas mal, je trouve, pour pas mettre d'ossature. C'est intéressant de savoir que ça marche. Oui, écoute, après c'est toujours pareil, il faudra peut-être voir dans 15 ans. Mais non, là,
il y avait effectivement, après le mur n'était pas du tout droit, donc c'était intéressant parce que la démarche c'était plutôt de recréer un plan et donc avec une épaisseur moyenne qui devait être de 5, mais selon l'endroit où on était sur le mur, ça pouvait être presque 10 ou plutôt 2-3 quoi, et c'était effectivement là en pied de mur, ça fait relativement épais. Et alors du coup, j'avais pas montré les autres photos, mais c'était avec ce système-là, c'était assez simple de contourner par exemple les boîtiers ELEC, parce qu'on pose une branche de chaque côté et puis après on comble à la main entre les deux branches. Voilà ce que ça donne, un mur à la fin. Donc ouais, c'était plutôt pas mal. Guillaume, tu as changé de photo là, c'est ça ou... Oui. Est-ce qu'on la voit pas du coup? Ouais. D'accord. On est toujours sur la première. Le partage d'écran est en pause. Alors pourquoi? Je sais pas. Reprendre le partage. Je sais pas. Je fais reprendre le partage et ça reprend pas le partage. Il est possible que il faut peut-être que si ta photo est sur un autre document, il faut peut-être que tu désactives ton partage, que tu sélectionnes le bon document et voilà. C'est revenu. Ouais, alors ça j'ai marche. partagé l'écran, mais bon, j'étais toujours dans la même application, donc c'est. Mais donc je vais revenir en arrière. Bon. C'est énervant. Ça, c'était une partie où il finissait à la main. Ça devait être parce que c'était pas pratique d'avoir. Ouais, le coffret. Voilà. Oui, voilà, ça c'était un mur terminé. Et donc, je vous parlais des boîtiers ELEC. Donc là, c'est pour une lampe en applique. Donc, c'est vrai que c'était assez sympa avec ce système de branchage de pouvoir mettre une branche de chaque côté du boîtier et de compléter ensuite entre les deux branches à la main. Et voilà. Sinon, sur ce chantier, les pieds de mur, c'était traité. Alors, bon, là, il y a plein de zones un peu particulières, mais bon, je vous les passe. Et les pieds de mur étaient traités avec des plaques de liège collées à la chaux. Ça se fait souvent. Et voilà, c'était ce retour que je me permettais de partager. Merci. Guillaume. C'est Olivier dans l'Aube. J'ai 2-3 petites questions. Moi, ce qui m'interroge quand Guillaume, on regarde ta première photo, c'est l'interface entre le mur existant et ce qui est rapporté. Et je me posais la question de l'accroche et dans le temps, qu'est-ce que ça peut donner en fait? Parce que ça fait un petit peu penser à du chaud-chanvre, donc on peut faire comme ça. En revanche, généralement, on recrée une petite structure, voilà, avec par exemple de la vis lardée dans les montants, ce genre de choses, pour pouvoir créer une accroche. Ouais, faudrait effectivement faire des tests. Moi, ce que j'aurais fait, bon, c'était pas mon chantier. Ce que j'aurais fait certainement, c'est au moins un GoPti, enfin quelque chose qu'on applique sur le torchis existant, et puis on repasse le terlin à frais, on va dire, pour faire peut-être une liaison un peu plus humide avec le support. Après, des accroches mécaniques. Je ne sais pas, quand on est sur une épaisseur comme ça, est-ce que des vis ou des tasseaux, ça aurait un gros effet? Je ne sais pas, mais bon, écoute, voilà. Oui, voilà, c'est intéressant de voir ça comme expérience. À suivre, en tout cas, dans la vidéo. Je me permets... je voulais continuer sur la problématique entre pans de bois, Yann. En fait, moi, quand je fais principalement du chaud-chanvre ou après du terre-paille, en fait, je mets un talochon. L'arrière du talochon vient à fleur des colombes et du coup, on a automatiquement le retrait au fur et à mesure qu'on bourre, automatiquement le retrait pour l'enduit.
Je ne sais pas si je me fais bien comprendre sans dessin. Non, moi, j'ai pas compris en tout cas. En fait, si tu veux, quand tu mets un talochon, bah, tu as la face où tu peux talocher et puis tu as la face arrière du plastique ou du bois. Avec la poignée, ouais. Voilà, avec la poignée. Et en fait, cette épaisseur de taloche, en fait, je la rentre et je la mets à fleur du parement des colombes. Et, du coup, ça laisse un bon centimètre pour faire les enduits par la suite. Donc, tu mets ton talochon et tu le montes au fur et à mesure que tu remplis, et je monte au fur et à mesure, ouais. Ok, d'accord. Intéressant. Et d'autre part, effectivement, tu soulevais le problème de la fibre courte. Effectivement, le lin ou le chanvre, ça fait vraiment de la fibre courte. Donc, pour enchevêtrer, c'est un petit peu compliqué. Et nous, on avait fait des essais à l'IUMP à 3, donc terre-chanvre. Et en fait, en plus des lattes à l'horizontale, on avait tressé un petit peu d'osier pour densifier la trame. Et du coup, derrière, on avait des bons résultats. Il y a une bonne tenue. J'ai revu les maquettes 10 ans après. Ça bouge pas, quoi. Très bien. Et tu saurais dire à quel anthrax c'était tressé à peu près? C'était quand même assez serré. Hein. On a fait 5-10 cm. C'est vraiment serré. Hein. D'accord. Ça me fait penser aussi là, ce qu'a montré tout à l'heure Guillaume avec les plaques de lin, les plaques de liège expansées collées sur le bon mur. Est-ce que quelqu'un a déjà tenté de coffrer aussi un mélange qui serait chaud et liège en vrac? Parce que ici, dans mon coin, il y a une association qui récupère les bouchons. Je crois qu'il y en a une à Caen aussi qui récupère les bouchons et qui les broie pour faire un isolant en vrac. Donc, quand je peux, j'essaie d'utiliser au maximum ce matériau-là plutôt que de faire venir des plaques. Et donc, est-ce que quelqu'un l'a déjà tenté? Alors, j'ai déjà tenté, moi, dans un entrecolombage comme ça, pendant un stage. Évidemment, si on décoffre tout de suite, ça ne tient pas parce que ce n'est pas de la fibre. Mais je suppose que si on coffrait, on mettrait ce mélange liège en granulé, liège en vrac et chaud, et qu'on le laisse, mettons, une journée ou 2 jours pour commencer à faire sa prise, et puis on décoffre en y allant doucement. Est-ce que quelqu'un a déjà tenté ça, ou est-ce que vous pensez que c'est mort, qu'il n'y a pas assez de croisement pour que ça tienne vraiment? Alors, je pensais peut-être aussi en parement entre ce mélange-là et le coffrage, peut-être aussi mettre de la trame de toile de jute ou de verre, histoire de maintenir l'ensemble par ailleurs. Donc, si vous avez des retours là-dessus, ça m'intéresse, ou des avis. Oui. Je peux intervenir? Ouais, éventuellement, si ça répond rapidement à la question, en fait, le temps avance et il faudrait qu'on passe au point suivant. Et je voulais juste vous dire aussi qu'on pouvait poursuivre. Enfin, pour répondre par exemple à cette question qui est un petit peu à la marge, peut-être qu'on pouvait faire ça, tenter d'échanger par un autre moyen, parce qu'il nous reste une grosse demi-heure et on a quelques éléments encore à voir. Donc, je ne sais pas si éventuellement quelqu'un avait souhaité d'intervenir rapidement sur un point en écho à ce qui. Alors oui, vous m'entendez? Oui. Alors moi, j'ai réalisé cette expérience tout récemment de branchage en chaud liège avec les conseils du conseiller technique de Saint-Astier. J'ai fait une structure bois à l'intérieur du branchage qui permet de maintenir l'ensemble et apparemment c'est très satisfaisant. Ça a été fait il y a à peu près 2 mois. Très bien. Je ne vais pas vous faire perdre de temps, mais je vais tâcher de vous communiquer sur le fil de discussion les informations de Saint-Astier dès que je vais remettre la main dessus. Merci. Je me permets aussi d'intervenir. Laurent Denerter, nous, dans le cadre de nos chantiers participatifs, on met en œuvre, c'est arrivé cette année, de mettre en œuvre du chaud liège en pied de mur. C'est pas facile à mettre parce que nous, on ne le met pas, on le banche pas. Donc, on le pose à la taloche contre le mur avec en préalable un petit gopti, on va dire,
en tout cas une espèce de barbotine épaisse sur le mur. Et on fait la même chose à la suite avec ce que présentait Guillaume tout à l'heure, de la fibre avec de la terre, qui peut être ou du lin, ou du chanvre, ou du miscanthus. Alors on a essayé les 3 fibres. Le chanvre, l'inconvénient, c'est le fait qu'il y a une grande absorption d'eau qui fait qu'il n'est pas facile à travailler quand même, parce que ça fait des grosses quantités de flotte au départ. On a l'impression d'avoir un mélange qui est correct, et puis à la fin, le chanvre absorbant beaucoup d'humidité, on est obligé de retravailler le mélange. Le lin, effectivement, c'est au niveau de la mise en œuvre aussi complexe, parce qu'on a un mélange qui est difficilement ouvrable, on va dire. Et le miscanthus pourrait être intéressant aussi à travailler avec des fibres beaucoup plus longues. Donc nous, on travaille souvent aujourd'hui sans banchage, et le banchage, c'est quelque chose qu'on souhaite développer davantage. Et, on travaille pas mal avec Simon, ancien des guêpes maçonnes aussi, qui l'a mis en œuvre aujourd'hui dans son propre habitat, et qui est très satisfait avec du lin terre, avec une très faible proportion de terre, avec une barbotine avant l'application du mélange. Voilà, sur facilement 6-7 cm, voire 8. Voilà. Alors, oui, c'est Samuel Courget. J'essaie de. Je ne sais pas si vous voyez la photo, parce que j'ai vu que j'avais. Oui, on voyait ton écran. Ouais. Ouais. Voilà, donc c'est une photo que m'a envoyée Mylène Gagip. Donc c'est un chantier en Normandie avec du liège chaud. Et je dirais qu'à partir du moment, moi je sais que j'ai essayé pas mal de mélanges, mais quand j'étais pas complètement sûr et de la cohésion et de l'accrochage, et ce qui était souvent le cas, parce qu'il y a 20-30 ans, on avait moins de références sur les solutions qu'on testait, j'avais systématiquement, comme sur cette photo-là, une ossature qui tient l'ensemble. Après, il fallait simplement que je gère les interfaces sur le bois, puisque je passais je finissais généralement en enduit. Donc, je pense que c'est quand même une garantie quand on fait des mélanges dont on n'est pas complètement sûr de la cohésion et de l'accrochage, de faire, comme le disait une personne avant moi, là, de laisser une ossature. Après, il faut simplement gérer correctement l'interface avec l'enduit. Sur les échanges qu'il y a eu jusqu'à maintenant, les essais qui sont faits avec le chanvre, avec la fibre de lin, avec la paille, pour moi, il faut en amont se poser la question, est-ce que je veux d'abord de l'isolant, d'abord de l'inertie, ou un mélange entre les deux? Parce que si vous voulez quelque chose d'assez léger, je pense que les fibres longues sont quand même séduisantes, puisqu'avec des fibres longues, je dirais, il y a une partie de l'homogénéité de l'ensemble qui se fait par l'entremêlement des fibres, ce qu'on n'a pas, par exemple, avec du lin. Moi, je sais que j'ai utilisé le lin, mais seulement en enduit de finition, du fait, et j'étais très content de trouver cette fibre calibrée en sac pour des enduits de finition. Mais jamais j'ai pensé utiliser le lin en mélange massif, parce que je connaissais le chanvre, et que le chanvre a quand même un volume léger par rapport à ça, et les fibres sont plus grosses, et je connaissais plus le chanvre. Mais je pense qu'avant d'ajuster tel ou tel mélange, il faut répondre à la question, qu'est-ce que je veux? Quelque chose de plutôt isolant, quelque chose de plutôt inertiel, ou justement un entre-deux. Tu peux me permettre de... Ouais, rapidement, parce qu'il faut vraiment falloir qu'on passe au point suivant. Mais je suis désolé, mais Nicolas, pour si me permettre, du coup, parce que c'est vrai qu'on parle, c'était une soirée torchie, et là on parle beaucoup de mélange dansé. Oui. Et j'ai pratiqué cet été, donc j'ai partagé un écran, un mélange donc, où on a une structure porteuse sur laquelle on va avoir de la terre paille, avec une terre paille très allégée, et une trame de petits bois qui permet par-dessus, au lieu d'un manchage, d'intégrer un torchis, donc une masse plus lourde.
Donc, je vais partager l'écran. Ce que vous voyez, voilà, c'est un chevronnage comme on a vu avec le show au liège. Mais là, c'est du terre-paille. Ils ont juste gainé par de la terre épitassée derrière, mais légèrement. Et par devant, on envoyait du terre torchis. Donc, c'est vraiment de la fibre. Donc là, c'est plutôt foin-paille, un petit peu concassé pour avoir de la longue fibre et un peu des gros morceaux pour le conglomérat. Et voilà, donc ça a été vécu à plusieurs, avec des jeunes, des plus grands. On peut faire, voilà. Et je vais vous amener vers d'autres éléments. Voilà, ça c'est plus parlant. Donc là, on voit la trame. Donc c'est un plein, c'est de la petite latte de chêne en biais. Et sur la façade, on rajoutait une autre latte verticale qui permettait d'avoir notre épaisseur d'enduit. Donc on avait 3 cm de torchis et en gros 8 cm de terre fibre très légère. Voilà. Et ce système-là, donc à gauche, on voit plutôt, vous avez avec la porte en biais là. Vous m'entendez? Oui, c'est ouais. Vous voyez défiler les photos, c'est bon? Oui, on voit défiler les photos, effectivement. Voilà, ok. Voilà, donc c'est le principe et voilà, je conseille à tout le monde parce que ça se tient vraiment bien. On a des accroches pour les différents éléments. On peut mettre du placo dessus sans souci si les gens veulent mettre du placo, mais on a déjà une base d'inertie. Mais on peut faire des enduits à la fin assez facilement parce que le bois de surface, c'est vraiment un petit bois, il fait à peu près 2 cm. Et une fois qu'on lisse le torchis, la terre reprend dessus et puis du coup, derrière, on peut réenduire sur un ensemble. Voilà. Et Nicolas, du coup, à partir de cet exemple-là ou d'autres exemples de chantiers que vous développez, est-ce que vos travaux, du coup, enfin vos chantiers illustrent aussi le souci et la possibilité de valoriser à la fois des bois, voilà, de continuer d'innover, et puis notamment aussi de valoriser des bois locaux. Est-ce que vous avez un souci particulier pour ça? Est-ce que tu bases sur ce chantier-là, par exemple? Est-ce que ça a été le cas? Donc, du coup, là, le bois que j'ai pratiqué, donc c'est du Douglas en structure chevron, donc ça, c'est pris en scierie, ça, c'est normé. Et les petites lattes, je récupère ça en sueur, donc ils appellent ça le bois de palette. C'est de la petite latte, donc en fonction des essences qu'ils envoient, on a différentes essences. Donc moi, je prends principalement du chêne, donc on retrouve régulièrement de l'aubier que je purge en débit. Et je sais à peu près, je suis assez confiant sur le fait de valoriser le bois local parce que c'est la scierie du bois. Après, la discussion de bois local, on en a causé un petit peu. Moi, je suis pas trop... je suis expert dans mon domaine, c'est-à-dire que mon choix en tant qu'artisan et en tant que professionnel charpentier, quand j'utilise les bois, je les destine. Donc ça, c'est dans ma formation. En effet, quand on demande... D'ailleurs, on a un bureau d'études qui demande des bois certifiés, etc. Ça devient beaucoup plus compliqué parce que, par exemple, dans le bocage, on ne va pas s'amuser à certifier les différentes essences qu'on a en tant que merisier, frêne, etc. Surtout qu'on pratique régulièrement avec de la scierie mobile pour pouvoir aller au plus proche parce que c'est le bocage, donc il faut qu'on se déplace pour aller. Donc les bois que je vais avoir, je vais les destiner en fonction de ce que je sais de leur qualité intrinsèque. Et voilà, donc ça c'est la responsabilité, c'est ma responsabilité. Pour le reste, je sens que c'est assez compliqué, c'est vrai, dans un système où tout est plus ou moins normé, d'intégrer le règne végétal dans un système normé et stabilisé, c'est pas facile. Et je pense qu'il faudra peut-être un jour qu'on passe un cap et qu'on n'essaye pas obligatoirement de normer, mais de former les artisans et former les personnes à faire les bons choix en fonction de contraintes et pas de nous imposer des recettes toutes préfaites. C'est ma position. En effet. Jean-Luc Leroux, je ne sais pas si vous nous entendez bien, vous êtes au téléphone, je crois, et je ne sais pas si vous nous entendez bien. J'entendais Nicolas, j'ai pas grand chose à rajouter par rapport à ce que Nicolas disait.
Effectivement, c'est toujours sur la prescription que le bas blesse. Techniquement, il n'y a aucun problème à utiliser les bois locaux. C'est ce qui a été fait depuis des siècles. Donc, si les savoir-faire sont respectés, si la conception est systématiquement drainante, ça c'est quand même un point auquel il faut faire gaffe. Et si systématiquement on évite les points de rosée sur les prothèses métalliques, il n'y a aucune raison pour pas utiliser les bois locaux, et tous sont utilisables. Bon, maintenant il faut faire attention à effectivement purger d'aubier, hein, Nicolas l'a mentionné, faut pas faire rentrer la vermine dans les bâtiments, mais ça fait partie du boulot de charpentier. Il y a pas de secret là-dessus, quoi. Non, le vrai problème, il est à la prescription. Quand on a des documents de marché avec tout un tas de prescriptions contradictoires et tout aussi débiles les unes des autres, c'est clair que vaut mieux fermer le document et aller faire autre chose, quoi. Je donne un exemple, hein, parmi d'autres. Il y a encore des prescriptions qui se font en disant que la structure de l'ossature sera au DTU 31.2. Boum, on ferme l'enveloppe, on la fout à la poubelle et puis on va voir autre chose. Puisque le 31.2 dans son domaine d'application dit que les maçonnerie, paille et torchis ne peuvent pas, sont hors domaine d'application. Donc à partir du moment où un prescripteur vous dit de faire une structure au 31.2 et vous demande de mettre du torchis dedans, il vous tire une balle dans le pied, il vous empêche de travailler. Donc il faut changer de prescripteur, aller trouver quelqu'un qui connaît son métier. Si je peux compléter, il y a eu une modification dans le 31.2 pour le remplissage paille. Du moment que c'est couvert par des règles professionnelles comme a fait le RFCP, il n'y a pas de problème. Je voulais juste préciser que dans le guide de bonne pratique du torchis, il y a quand même pas mal d'éléments qui permettent d'expliquer justement aux prescripteurs un peu comment se débrouiller pour que la charpente et le bois en contact à l'intérieur du torchis soit pas forcément marqué CE, soit voilà, de diverses essences pas forcément caractérisées. Je vous invite à lire toute la partie qui concerne le bois dans le guide torchis à ce sujet. Est-ce que sur cette... Si je peux rajouter, oui, bien sûr, allez-y. Ouais. Oui, en fait, une structure au 31.1 est tout à fait apte à recevoir du torchis. Et il n'y a absolument pas besoin de tordre le cou au 31, sauf sur une tolérance. C'est la tolérance de planéité qui, effectivement, c'est un petit point sur lequel on n'a pas été bon dans le 31. Et la tolérance de planéité, il est parfois difficile de la respecter si on veut faire du colombage avec des bois travaillés à la doloire, à la hache ou à l'herminette. Si on utilise des colombes qui sont courbes avec des bois de forme, des bois de marine, effectivement là on est à côté de la plaque du 31. Mais bon, là c'est là que le prescripteur intervient, et au lieu de faire un document de marché sur des prescriptions type, des clauses techniques type, il fait sur des clauses techniques particulières et puis il prend sa responsabilité. C'est aussi simple que ça, quoi. Si les DPM sur les clauses type ne marchent pas, c'est là que les CCTP rentrent. Est-ce que quelqu'un éventuellement sur cette question-là souhaiterait intervenir ou poser des questions complémentaires ? Nicolas aussi, je ne sais pas si vous souhaitiez compléter à nouveau à partir de votre première intervention. Oui, et ce que j'ai à rajouter, c'est que ce que j'ai pu comprendre en pratiquant avec Jean-Luc, Sophie et tout ça, en travaillant sur le guide du torchis,
Et en travaillant aussi sur des recherches un petit peu personnelles, c'est que la pratique du torchis remonte très très loin et c'est vraiment un lien entre le monde de la maçonnerie, de la charpente et du petit bois. Et que c'est un élément qui a été au fur et à mesure sorti de notre culture constructive parce que elle n'intéressait pas obligatoirement les organisations professionnelles, etc. Mais que c'est vraiment des pratiques très intéressantes et très chouettes à vivre avec des personnes qui ont choisi aussi de construire en commun. Je rejoins aussi dans les travaux d'Enerter sur tous les groupes de chantiers, enfin tous les chantiers qui pratiquent et leur méthode de pratiquer les chantiers, et qui sont vraiment intéressantes socialement aussi. Et voilà, en attendant des vraies normes et des vraies règles sur le torchis, je pense qu'il est souhaitable de dire que c'est quelque chose qui est économiquement un peu difficile à vivre en tant que professionnel, mais en validant, on va dire, les règles et les normes, mais qu'une fois que les propriétaires des lieux souhaitent et acceptent le principe, c'est quelque chose qui, du coup, aide à faire des choses assez simples, assez rapidement, collectivement, et réduire un petit peu les coûts vis-à-vis des futurs propriétaires, etc. Après, la question, c'est oui, comment on arrive à le mettre dans le grand temple des systèmes constructifs normés. Je n'ai pas beaucoup d'idées, sauf peut-être de réintégrer le monde végétal dans son ensemble, parce que finalement, c'est là, la terre et le végétal, dans leurs caractéristiques un peu non pérennes et pas obligatoirement, pas facilement stabilisables. C'est un autre monde, une autre culture, et dans nos paradigmes, ce serait pas mal de le réintégrer de plus en plus. Et je pense que ça pousse. Voilà. Ouais, moi, entièrement d'accord avec Nicolas, Jean-Luc toujours. Je rajouterais que j'ai pas du tout envie de voir le monde de la charpente plus normé qu'il ne l'est déjà. Au contraire, il faut garder les documents d'application volontaires. Les guides de bonne pratique étant des documents d'application volontaires où on n'est pas contraint. Il faut surtout éviter tout ce qui est merdier de règles professionnelles qui nous contraint et qui nous dirige. Et puis, c'est vraiment un enjeu politique, la structure. Est-ce qu'on veut faire du local ou est-ce qu'on veut faire travailler le 440 ? Est-ce qu'on va aller acheter du Douglas avec toute la propagande de France Douglas, raboté, calibré, séché à 18 degrés pour le remettre dans une classe de service 2 où il va remonter à 24-25% d'humidité au contact d'un remplissage humide. Enfin, on marche la tête, quoi. Donc, il faut vraiment se poser la question en enjeu politique. Est-ce que je fais travailler les bûcherons à côté de chez moi, ou bien est-ce que je vais faire travailler les camions à traverser des centaines de kilomètres, 150, 200 kilomètres pour amener un bout de bois? C'est ridicule, ça n'a aucun sens. Alors, c'est Samuel là qui ajoute une autre chose par rapport à la normalisation. L'appellation qui est souvent utilisée, c'est conforme aux règles de l'art. Je rappelle que l'appellation règles de l'art, elle fait référence au DTU, aux normes, à tout ce qui est référencé, codifié, aux règles de bonne pratique, mais aussi au savoir-faire partagé. Ça veut dire que si vous dites conforme aux règles de l'art et que vous appliquez votre métier, le métier de charpentier ou de maçon avec les savoir-faire qui ont été partagés à un instant T, c'est conforme aux règles de l'art. D'accord? Donc, je ne sais pas s'il faut jouer sur les mots, mais la réalité est celle-ci. D'accord? Et simplement pour casser un peu l'ambiance, j'ai vérifié le DTU 31.2 Jean-Luc, et le DTU 31.2 dit les matériaux isolants doivent être à base de laine minérale manufacturée en panneaux. Oui, bien sûr. Voilà, donc je dirais le DTU a été limité au seul laine minérale, donc ça laisse. Oui, bien sûr, Samuel, c'est tout à fait ça. Voilà, la porte ouverte qui a été faite dans le cadre de
ces rédactions. Je ne jette pas la pierre aux personnes qui écrivent les DTU, c'est assez complexe. Je suis en train je fais partie du groupe qui travaille actuellement sur le DTU 26.1 enduit traditionnel, mais en l'occurrence, effectivement, ça bloque pas mal les innovations. Et c'est pour ça que je suis assez attaché à l'expression règle de l'art, conforme aux règles de l'art, car les règles de l'art, cette appellation ne fait pas référence qu'aux documents de référence, qu'aux documents écrits. Alors du coup, je suis d'accord avec ce que tu dis sur le 31.2, hein, il est complètement bloqué depuis sa version parue en ligne en janvier 2019. Là. Il est complètement fermé, il a été complètement refermé. Bon, maintenant c'est un choix, hein. Je vois pas pourquoi il y a besoin absolument de prescrire au 31.2. Si la prescription se fait au 31.1, on fait à peu près tout ce qu'on veut. Je voudrais juste... À l'exception des boîtes or et donc de la tolérance de planéité, on fait absolument ce qu'on veut avec le 31.1, pardon. Sophie Popo, pour ceux qui ne savent pas, 31.2, c'est le document de référence pour faire des maisons à ossature bois, et le 31.1, c'est pour faire des charpentes et des pans de bois. J'aurais bien aimé que Nicolas peut-être nous parle de support de fixation et de son rôle dans le torchis qui n'est pas pris en compte dans les charpentes habituelles. Tu as fait des expériences, il me semble, avec des supports de fixation qui avaient un rôle que tu as utilisé. Que j'ai estimé en reprenant un peu on va dire la logique, les expériences historiques sur les formes de colombage. On a la plupart du temps un modèle horizontalité, verticalité, mais on retrouve régulièrement sur des pignons ou sur des façades et autres des formes qui se rappellent plutôt, qui se rapprochent du losange ou au moins sur des biais structurels. Donc, dans le système colombage, le biais, il est assez souvent apparent. Mais en effet, dans les trames qu'on a pu retrouver un petit peu historiquement, ou aussi ce qu'on peut revoir régulièrement des fois dans des maisons où on voit du latis mis en diagonale, pour éviter pour essayer de se rapprocher des principes de voile travaillant. J'avais travaillé sur les enchevêtrements biais et puis les enchevêtrements qui sont d'ordre du dessus, du dessous. C'est-à-dire qu'on a plusieurs couches. On a des couches qui vont partir à gauche, la deuxième couche à droite. Et dès lors où on va remplir en terre entre les différents éléments, et tout l'ensemble, une fois qu'il se serre, joue un rôle, même si il est difficile de le quantifier. On va dire empiriquement, quand on le regarde, ça satisfaisait à peu près. Enfin, moi, ça me satisfaisait, et les autres personnes, les clients et autres personnes, quand ils voyaient ça, ils sentaient que c'était relatif, c'était solide et d'âme solide. C'est-à-dire que la trame qu'on avait mis, même la trame nous semblait rigidifier tout un ensemble. Donc, à partir de là, j'ai un peu regardé différents modèles et un peu essayé de recomprendre ce que pouvait être le petit bois, parce qu'on parle souvent de la structure et de la terre maçonnée, mais les démarches de Clayette, de treillis, de différents, enfin tout ce qui a pu être constitué, les différents systèmes constructifs, joue aussi un rôle, et depuis le début. C'est-à-dire que l'origine, où on plantait des bouts de bois dans le sol et qu'on venait mettre du sol ou autre, et qu'on devait remplir, voilà, comme un acte premier de bâtir, le système de vannerie qui en découlait avait un rôle majeur, enfin à mes yeux relativement majeur dans l'ensemble de l'ouvrage. Et c'était à se demander comment est-il possible d'intégrer ça. Alors,
moralement, moi, ça ne me dérange pas. Mais après, en effet, quand on est face aux instances professionnelles, etc., où on nous demande comment on peut assurer ce genre de choses, et ben là, on sèche un petit peu parce qu'en effet, la plupart des domaines de calcul et autres tests rapportent plutôt une séparation entre la structure, la trame qui ne doit pas être d'ordre structurel, qui est juste là, banal, pour porter la terre qui, en attendant d'être séchée. Et voilà, donc du coup, j'ai testé des choses différentes. Alors, j'essaye d'oser de refaire un partage d'écran. Un système structurel sur une épaisseur de botte de paille, donc il y a une lame de botte de paille de 35 cm. Et de part et d'autre de cette botte de paille, il y a des montants qui sont mis en quinconce, c'est-à-dire en vue du dessus, ça forme des sortes de triangles équilatéraux. Et à chaque botte de paille, on a une traverse qu'on voit un petit peu en haut. Je ne sais pas si vous voyez ma flèche. Oui. Voilà, donc il y a des bois qui sont horizontaux, d'autres bois qui sont verticaux, où on voit là, il y a une sorte de fissure, où là, c'est la pointe du tasseau. Et après, des trames, du coup, biaises, qui sont, du coup, re-remplies, comme on voit en dessous, reourdées d'un torchis, voilà. Et tout l'ensemble est mis plus ou moins à frais, c'est-à-dire que chaque couche de terre, en fait, on vient, une fois qu'on a fini la paille, on venait mettre de la couche de terre et on lissait pour récupérer nos points d'appui structurels, enfin de bois, et on revenait croiser avec d'autres plates où on venait remplir. Du coup, ça fait comme la couche de terre s'entremêle dans les différents tasseaux, voilà. Et à la fin, on a ce que j'estimais comme un voile travaillant, mais depuis que je comprends un peu mieux la vie, c'est pas considéré c'est pas normalisé comme voile travaillant. Donc, voilà. Du coup, c'est des systèmes que j'ai pu essayer de pratiquer. En retour direct, scientifiquement parlant, j'ai pas grand-chose à vous donner. En expérience, c'est plutôt un mur qui était plutôt bien réussi et que j'ai pratiqué sur d'autres éléments. Voilà. Tout en utilisant du coup des bois de petites sections. J'appelle ça plutôt de la vannerie charpentière. Et alors là, il n'y a pas encore de DTU là-dessus. Voilà. Merci et merci pour ces photos du coup qui étaient vraiment intéressantes. Si on a quelques minutes encore à partager avec vous au sujet notamment de la question de la préparation du mélange de torchis et des phénomènes d'éventuelle fermentation qui peuvent subvenir. Yann, tu voulais notamment nous faire part d'un retour d'expérience à ce sujet-là. Est-ce que tu as rapidement quelques éléments à nous dire à ce sujet? Oui, c'était simplement pour dire que quand on avait, justement au moment de la rédaction du guide des bonnes pratiques, il y avait eu ce débat-là du temps où on peut utiliser le torchis, en fait, une fois qu'il est fait, si on le laisse fermenter, enfin, si on le laisse humide, si on ne le pose pas dans les quelques jours qui suivent, il commence à fermenter. Et on a vu notamment avec Gilles Marel de construction d'antan. On a discuté de ça, on n'est pas d'accord là-dessus. Et lui, il considère qu'il faut l'utiliser très rapidement. Et donc simplement un retour d'expérience là-dessus, c'est que là, cet automne, j'ai fait pas mal de torchis et on l'a malaxé au malaxeur planétaire en septembre et la plupart a été posé après, fini de poser qu'en novembre. Donc il y avait bien 2 mois, il y avait vraiment les 2 mois complets entre la fabrication et la pose. Il y avait bien fermenté et franchement bien, quoi. Il n'y a aucun problème, il n'y a des fusions pas du tout. Sachant que là, du coup, il a été fait au malaxeur planétaire, bien liquide au moment de la fabrication, histoire de pouvoir mettre beaucoup de fibres, qui est bien fibré. Parce que bon, je pense que la fermentation, au bout d'un moment, comme elle utilise le cellulose si j'ai bien compris, ça utilise le cellulose en partie qui est dans la fibre. Donc au bout d'un moment, forcément, si on le laisse fermenter pendant 1 an, il y aura plus la fibre, elle sera réduite en tout petits morceaux. Mais là, en fait, au bout de 2 mois,
j'étais un tout petit peu inquiet et en fait, j'étais complètement rassuré. Donc voilà, juste retour d'expérience pour voir ce qu'on peut faire. En tout cas, dans ce cas-là, ça a très bien marché. Mais il me semblait que se poser aussi des questions par rapport à la résistance, la réaction à l'eau. Est-ce qu'il n'y a pas... Je vois que Julia intervient aussi sur la conversation. Oui. Oui, je vois Julia qui dit que si c'est la fermente, c'est plus résistant. Je suppose que oui. Moi, j'ai pas fait de recherche là-dessus, mais c'est la référence, c'était le petit livre Amaco sur les stabilisants organiques pour les enduits en terre. Et donc, effectivement, apparemment, c'était plus résistant pour les enduits. Donc, d'ailleurs, j'ai pas encore eu l'occasion de tester ça. Moi, j'aimerais bien tester aussi, de faire des enduits fermentés à poser en phase à d'exposer. Donc, ça, je pourrais le tester chez moi, je pense. Ça m'intéresse de voir ça pour limiter l'usage de la chaux. Mais en tout cas, la pose du torchis était vraiment très très agréable aussi. Au bout de 2 mois là, où la fibre est vraiment hyper assouplie, hein, du coup. Et donc, et là, il y avait du foin, il y avait de la paille de seigle, il y avait de la paille de blé, un peu ce qu'on avait sous la main. Et enfin, dans tous les cas, ça a bien marché, quoi. Merci pour... Alors éventuellement, est-ce que pour peut-être entamer rapidement un dernier tour de questions avant de se quitter, est-ce que vous auriez des témoignages sur cette question-là en particulier? Julia, n'hésite pas aussi, je vois que tu intervenais dans le cadre de la conversation, mais si vous souhaitez prendre la parole aussi, c'est avec plaisir. Non, mais c'est gentil. En fait, c'est juste, je parlais d'une référence d'une étude, mais il faut que je la retrouve dans mes docs. Donc, je l'enverrai à l'ARP dès que j'aurai retrouvé. Et merci pour la réponse pour la fermentation. Merci. Bonjour, moi c'est Amy Gallio. Je suis basée en Alsace et je fais un retour un petit peu parce qu'on a parlé avec Sophie Popo d'un artisan, Patrick Martinez, qui bosse là en Alsace. Alors lui, il n'a pas participé là ce soir parce qu'il n'est pas du tout informatique. Ça l'intéresse pas. Donc, je vais me mettre un peu en tant que porte-parole de ce qu'il fait. Parce que pour le coup, il utilise vraiment la technique de fermentation. De ce qu'il m'a rapporté, c'est souvent, il laisse son torchis durant 2-3 mois fermenté. Et donc, il a notamment la façade de sa maison qu'il a fait comme ça. Alors, soit mélange fermenté, soit mélange avec du crottin de cheval. Et là, j'y étais tout à l'heure, ça fait une dizaine d'années maintenant, donc en façade sud. Et donc, du coup, avec une petite avancée de toiture, hein, mais la façade est quand même relativement exposée. Et donc, l'enduit est nickel après 10 ans. Merci pour le retour. Merci. Et c'était en enduit ou là tu parlais du torchis en épaisseur, quoi, ou il avait fait un enduit spécifique par-dessus le torchis? Alors, je pense, dans sa pratique, hein, il me semble que quand il fait du torchis, il le fait systématiquement fermenter sans forcément rechercher autre chose. C'est sa manière de mettre en œuvre le torchis. Là, ce dont je parlais, par contre, c'était effectivement plus... alors, il appelle ça aussi torchis, hein, mais c'est plus des faibles épaisseurs, c'est des enduits. Merci. C'était comment son nom, excuse-moi? Il s'appelle Patrick Martinez, c'est l'entreprise Habitaire. Vous pouvez le trouver sur Internet. Il a un site Internet. Merci d'être venu. Oui, du coup, merci à tout le monde pour votre participation. Merci. Sophie? Ouais. Et donc, oui, alors tu confirmes bien que le 11, du coup, est-ce que tu veux redire un tout petit mot sur ce qui se passe le 11, du coup, vu que c'est confirmé et peut-être que tout le monde n'est pas au courant autour de la table, entre guillemets, sur ce 3e volet des rencontres pro? Je suppose qu'il va falloir vérifier tout de même si ça a bien lieu la semaine où ça se déroule, parce que tous les 3 jours, il y a des changements. Donc, je pense que ce sera en ligne ou en tout cas, les inscrits recevront certainement une confirmation de cet événement. Et peut-être, Nicolas, tu peux en parler directement. Eh ben, oui, donc c'était un travail qui avait été demandé par l'ARP lors d'un week-end européen dans
le bocage, voilà, où les gens voulaient travailler la terre et torchis, il fallait présenter un projet. Et du coup, l'idée, c'était de reprendre les contraintes que vivent les abeilles à l'intérieur, c'est-à-dire gestion hygrométrique, gestion de la chaleur, enfin, thermique, etc. Et essayer de pratiquer une ruche torchée. Donc, j'ai repris un travail qui avait été mené par un monsieur. Alors, il faudrait que je relève toutes les références, mais j'ai pas. Mais qui était une ruche qui est de l'appeler mixte, donc une ruche qui était entre la stabilité et la sphère pour être au plus proche de l'abeille, mais avec une capacité de mouvement pour pouvoir permettre à l'apiculteur de se déplacer quand même. Voilà. Et puis, du coup, je l'ai transformé un petit peu dans sa démarche constructive avec une trame qu'on va fabriquer et qu'on va enduire de torchis et de torches aussi, enfin de la torche pure et du torchis à la fin. Voilà. Et d'ailleurs, ce serait bien que, enfin, ce qui serait chouette, c'est que les participants viennent avec un peu de fibre et un peu de terre. Parce qu'on aimerait bien faire une photo de diversité de fibres et de diversité de terre. Donc, si on est plusieurs participants, on doit pouvoir réunir ça assez facilement. Ok, merci. Ben, on va se quitter là-dessus, je pense. Oui. Ça marche? Bon, bah, merci à toutes et à tous. Bonne soirée. Et puis à bientôt. Les échanges se poursuivront peut-être à d'autres occasions. Et puis donc le contenu en théorie de cet échange sera disponible sur le site de l'ARP. Voilà. Bonne soirée, bon week-end à toutes et à tous. À bientôt.